complexe qui se construit et évolue tout au long de la vie. Lucile Paul-Chevance nous éclaire sur les bases de la confiance en soi, son lien intime avec l'estime de soi et la manière dont notre rapport à l'échec influence directement cette confiance. Elle nous livre également des clés concrètes à mettre en œuvre dans notre quotidien. Que vous souhaitiez dépasser vos limites, vous affirmer davantage ou oser porter de nouveaux projets, cet épisode vous inspirera profondément. Et comme le résume si bien Lucile Paul-Chevance, très souvent, quand on se réalise, on réussit. Très belle écoute à tous. Bonjour Lucile. Bonjour Améra, comment vas-tu? Je vais très bien et je suis vraiment ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Et moi donc, avec grand plaisir. Eh ben super, on va passer un beau moment ensemble, Lucile, d'autant plus qu'on a un très beau programme en perspective puisqu'on va se parler aujourd'hui d'un sujet qui, je pense, vraiment intéresse tout le monde, c'est le sujet de la confiance en soi. On va en parler tout au long de notre échange, mais avant ça, Lucile, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour ceux et celles qui nous écoutent, te présenter ? Alors, je m'appelle donc Lucile Paul-Chevance et j'ai plusieurs activités, dont une de coaching. Je travaille, j'ai des clients dans plus de 40 pays depuis plus de 25 ans. Je vais préparer mentalement des sportifs de haut niveau aux compétitions internationales comme les Jeux Olympiques. Je vais avoir des chefs d'entreprise que je vais aider à déployer leurs activités et des artistes aussi, un petit peu partout sur la planète, hein. Et puis, j'anime des retraites, des stages, de manière à pouvoir avoir des groupes que je vais pouvoir faire avancer. Et là, j'ai mis en place une communauté qui s'appelle Les Illimités, de manière à ce que l'outil du coaching, du développement perso, de la connaissance de soi soit accessible à tout le monde, n'importe où, et à une somme vraiment très accessible. On a avec plusieurs coachs vraiment très facile d'accès, avec plein d'exercices, plein de possibilité de se remettre en cause, de creuser des sujets avec des outils qui sont professionnels. Et donc, ce métier-là, je le fais depuis plus de 25 ans de la formation pro et ça me passionne. Le fait que les gens puissent avoir accès à leurs capacités, il n'y a pas mieux. Super. Et ben justement, on va parler de capacité, Lucile, aujourd'hui. Alors, ce sujet de la confiance en soi, il intéresse tout le monde parce que c'est quand même un pilier de notre bien-être et de notre existence au sens large. Alors, ma première question, Lucile, c'était de quoi on se parle justement quand on dit « j'ai confiance en moi » ou bien telle ou telle personne a confiance en elle. Qu'est-ce qu'on désigne finalement ? Oui, et qu'est-ce qu'on désigne aussi quand on dit « je n'ai pas confiance en soi » parce que c'est bien d'évaluer les deux. Et déjà, c'est formidable que tu abordes ce thème-là aujourd'hui parce que c'est le thème le plus recherché dans le domaine du développement personnel sur le net. C'est-à-dire que les gens, quand ils s'intéressent au développement personnel, le thème le plus recherché sur le net, c'est confiance en soi. Ça veut dire que ça touche absolument tout le monde. Et on va commencer par briser un premier tabou parce que souvent les gens ont honte de manquer de confiance en eux, donc ils le planquent, ils essaient de voir comment ils font, surtout en France. Et donc, c'est vraiment comprendre que ça peut atteindre tout le monde. J'ai la chance d'avoir des clients donc un petit peu partout, des cultures différentes, des âges différents, des situations différentes. Et on peut vraiment se retrouver avec des angles morts, des situations d'inconfort. Par exemple, un sportif qui va être très bon sur le terrain, mais qui va être dans un inconfort absolu dans la prise de parole, dans des interviews. Tu vois, donc ça peut vraiment se positionner un petit peu n'importe où, ce manque de confiance en soi. Et on a tendance à penser qu'il faut absolument avoir confiance en soi, alors que bien sûr, ça nous apporte du bien-être, du plaisir, de la sécurité, mais savoir jouer avec ça, observer le manque de confiance en soi et savoir comment négocier avec ça, c'est tout aussi crucial que d'atteindre l'objectif. C'est vraiment un parcours. Alors, pour commencer, on va vraiment définir les termes. La confiance en soi, elle va se baser sur plusieurs choses, c'est-à-dire la connaissance de soi, c'est-à-dire comprendre ses forces, ses limites, ses valeurs. Ça va être aussi avoir une clarté intérieure qui va nous permettre de nous appuyer sur une base qui va être stable. Là, je te donne vraiment des piliers pour mieux comprendre la confiance en soi. Elle va aussi se nourrir de l'expérience et de la compétence. C'est-à-dire que plus on va répéter quelque chose, plus on va devenir expert dans le sujet qu'on veut déployer, et plus on va avoir confiance en nous. Donc, ça va se nourrir de répétitions, de pratiques, de choses très, très concrètes. En fin de compte,
plus on agit et plus on réussit et plus on se sent capable. C'est un cercle vertueux. Et tu vas voir, on va en parler, ça s'apprend, ça se nourrit, la confiance. Autre pilier qui nous permet vraiment d'avoir confiance en nous, c'est tout simplement savoir gérer l'échec. Voilà. L'erreur, c'est un apprentissage. Dès qu'on le stigmatise, on n'arrive plus à avancer. Et la confiance, elle grandit quand on accepte de tomber et de se relever, comme un bébé qui apprend à marcher, et peu importe l'âge qu'on a. Autre chose de très important, c'est tout simplement la gestion des émotions. Si dans des situations de manque de confiance, tu te laisses envahir, dépasser par le stress parce que tu ne sais pas le gérer, évidemment, ça va être difficile. Et un dernier pilier qui est très important, c'est d'apprendre à avoir un dialogue interne qui est positif. La manière dont tu vas te parler à toi-même va influencer directement ta confiance. Plus tu sais te parler avec bienveillance, gérer ce qu'on appelle des échecs qui n'en sont pas, plus tu vas soutenir la construction de cette confiance. Voilà. Ça, c'est la définition. On pose les bases. Super, merci Lucille. Justement, tu as parlé du bébé. Alors la question que je me pose, moi, qui est peut-être une question un peu philosophique, mais quand on est enfant, la confiance en soi, elle se construit quand même beaucoup dans le regard des autres, des parents, en tout cas du cercle proche. Quand on grandit, il y a les pairs, les collègues, enfin voilà, la communauté. Dans quelle mesure, justement, la confiance en soi, elle est liée au regard que les autres me portent? Est-ce quelque part, elle peut être complètement indépendante et complètement intrinsèque, ou il y a une part du regard que les autres portent sur moi? Et il y a aussi une part de l'inné et de l'acquis. C'est ça que tu veux aborder, ou seulement le regard sur l'autre? Effectivement, c'est un peu les deux, mais c'était vraiment par rapport au regard des autres. Tu sais, cette phrase, il faut s'abstraire du regard des autres, du jugement des autres, et finalement, je me demande si c'est quelque part même nécessaire à la confiance en soi. Alors là, je vais te rassurer tout de suite, on ne peut pas se séparer du regard des autres, à part si vraiment on a médité pendant 30 ans en haut de l'Himalaya. Tu vois? Bonne nouvelle. Donc, voilà, c'est extrêmement difficile. Donc, quand j'ai quelqu'un qui arrive en session et qui me dit « Ah là là, j'ai peur d'être jugée quand je parle en public, par exemple, ou quand j'anime une réunion », je vais tout de suite rassurer la personne en disant que c'est complètement normal. On a un cerveau qui nous vient de la préhistoire et qui nous met en danger, qui nous fait ressentir un danger de mort si on est rejeté par l'autre. Donc, à partir du moment où on s'expose à quelqu'un, qu'on a peur d'être jugé, donc d'être rejeté, ton cerveau de la préhistoire, il va basculer en mode survie. Parce que tout simplement, dans la préhistoire, au moment de la préhistoire, quand tu étais rejeté de ton clan, de ton groupe, parce que tu as été jugé, tu te retrouvais à être isolé. Un être humain à l'époque, il ne pouvait pas survivre plus d'1 jour, 2 jours, 3 jours seul. Il se faisait croquer par un tigre à dents de sabre ou une autre bestiole qui passait par là en un temps record. Donc, on est tous impactés par le regard de l'autre. Tous, tous, tous. Donc ça, c'est déjà se rassurer par rapport à ça. Et après, énormément de choses se jouent dans l'enfance, évidemment. Si tout petit, on t'a laissé te débrouiller en te regardant avec bienveillance quand tu tombes, j'ai un couple d'amis ici à Chypre qui vient d'avoir un bébé qui a 1 an et quelques, et je le regardais apprendre à marcher, et sa maman qui s'intéresse vraiment à l'éducation, ne l'aide pas. Et évidemment, ne le juge pas quand il apprend à marcher, ça c'est la base. Mais donc, quand il tombe, il tombe. Et elle lui fait un grand sourire pour qu'il apprenne que mettre un pied devant l'autre, des fois, on va se cogner la tête, hein, mais que ça fait partie du processus et que c'est OK. Tu vois? Et elle explose de rire avec lui quand il se fait mal. Donc, lui n'a plus la réaction de se dire « Ah, j'ai pris un risque qui m'a coûté une douleur et c'est grave. » Tu vois? Donc ça, c'est la première chose, en fin de compte, quand tu apprends un bébé à mettre un pied devant l'autre en confiance et sans anticiper déjà ces chutes, etc. Donc évidemment, elle fait attention aux tables qui vont avoir à des vrais dangers. Tu vois, elle est vraiment privilégiée dans ce genre de choses. Mais déjà, ce bébé, il bénéficie de la confiance de sa maman dans le fait qu'il va tomber, qu'il va se relever. Donc tout petit, sa conscience de je prends un risque et je risque de me faire mal, elle est déjà beaucoup moins, sa confiance en lui est beaucoup moins diminuée, on va dire, que par quelqu'un qui va anticiper tous les dangers, qui va surprotéger un enfant. Tu vois? Évidemment, on sait très bien que l'éducation qui juge, c'est-à-dire que dès que l'enfant commence à faire l'erreur et qu'il est stigmatisé, jugé, et on ne dira jamais assez que l'éducation avec l'éducation en négatif est toxique.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, sur une note de 1 à 20, à chaque fois que tu as fait une erreur, on te dit bah, tu perds 1 point, tu perds 2 points, tu perds 3 points. Donc, c'est vraiment le jugement de l'erreur qui fait que tu es sanctionné, fait qu'on apprend à ne pas prendre de risques. Alors que si on avait une notation en positif, c'est-à-dire tu as eu bon, tu as des bons points, tu te doutes qu'on ne gère pas du tout l'échec de la même manière. Tu vois. Et la confiance en soi, c'est aussi la gestion de l'échec. Donc, le poids de l'éducation est extrêmement important. Ouais, le poids de l'acquis est important. Et d'ailleurs, entre hommes et femmes, qu'est-ce que tu vois comme distinction? Parce que les études montrent que les femmes, globalement, ont tendance à plus se minorer que les hommes, même dans le langage, mais dans les actions de tous les jours, à moins prendre leur place. Qu'est-ce que tu observes, toi, à ce niveau-là? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais vraiment, j'ai fait une conférence il y a quelques mois pour les femmes entrepreneurs et je leur donnais les chiffres du fait que les femmes obtiennent moins de prêts, 25% de moins de prêts auprès des banques. Donc, comment veux-tu que ça n'impacte pas ta confiance en toi? Et on a tout un vocabulaire, c'est en train de changer, hein, ça évolue, mais dès l'enfance, on va dire une petite fille qu'elle est jolie et un petit garçon qu'il est courageux. Ouais. Donc, comment ne veux-tu pas avoir le cerveau qui est programmé sur des choses qui sont complètement différentes? Parce que tu es jolie, c'est indépendamment de toi. Tu vois, c'est un physique qui est comme ci ou comme ça, alors que le courage, ça peut se construire, la force, ça peut se construire, avoir une attitude entrepreneuriale, tu vois, savoir prendre des risques. On encourage les petits garçons à prendre des risques et pas les petites filles. Donc, évidemment que la confiance en soi, c'est pas du tout la même chose et ça se construit tout petit. Ça, c'est évident. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas forcément qui va impacter sur la confiance en soi. Je ne sais pas si tu as entendu parler du gène du bonheur, le gène 5-HTT. Et là, c'est purement génétique. Donc, on parlait de l'inné et de l'acquis. C'est purement génétique. C'est que ce gène, en fonction de s'il est plus ou moins long, et donc, c'est pas toi qui le décide. Bon, après, l'épigénétique nous prouve qu'on peut modifier nos gènes, hein, d'accord? On a un impact, donc on n'est pas condamné. Mais ce gène 5-HTT, quand il est plus long, fait que tu as une régulation des neurotransmetteurs qui sont liés au bien-être et à la satisfaction qui n'est pas la même. Tu vois? Et ce gène, alors je vais être un tout petit peu technique, il est situé sur le chromosome 17 et il transporte la sérotonine, qui est appelée la molécule du bonheur. Et donc, les personnes qui ont un gène un petit peu plus long vont avoir une capacité sentiment de bonheur plus élevée qui va potentiellement amener aussi à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et avoir un niveau de bonheur, donc de confiance en soi, plus élevé. C'est quand même assez intéressant de savoir qu'il y a aussi des conditionnements génétiques dans notre capacité à avoir confiance en nous. Et après, moi, je reste convaincue, parce que c'est mon travail de tous les jours, évidemment, que ça se nourrit, ça se construit, ça s'apprend à avoir confiance en soi et que j'ai vu plein de fois au cours des années des résultats phénoménaux, entre autres sur des préparations de compétitions comme les Jeux Olympiques, tu vois, où vraiment les sportifs vont tous avoir le même coaching physique. Et ils viennent voir des personnes comme moi pour travailler leurs peurs, leurs restrictions, souvent inconscientes d'ailleurs, pour pouvoir performer à leur réel niveau. En introduction, tu as un peu parlé du chemin. Tu as dit c'est surtout le chemin plus que l'objectif. Et ça me fait penser au lien avec l'audace finalement. Est-ce que cette confiance en soi, c'est pas plus finalement notre capacité à composer avec l'aléa, plus que l'atteinte d'un objectif qui n'est pas finalement toujours dépendant de nous? Parce que voilà, une situation, on la maîtrise jamais à 100%. Déjà, on la maîtrise jamais à 100%, mais en plus, par expérience, quand tu atteins ton objectif, tu remets un autre, et tu remets un autre, et c'est sans fin. Et moi, je favorise beaucoup plus la réalisation plutôt que la réussite. Tu vois, et ces sont deux choses très, très, très différentes. Tu peux nous expliquer justement, c'est intéressant, la distinction que tu vois entre les deux? La réussite, c'est par exemple, tu te fixes que ta société se déploie à tel niveau cette année. Tu te fixes que tu vas partir pour les prochains Jeux Olympiques ou tu te fixes d'avoir une promotion dans ton travail. Tu y arrives, tu as réussi. D'accord? La réalisation, c'est se fixer un objectif, mais en incluant tous les paramètres de bien-être, de respect de soi, d'écoute, d'équilibre. Donc, tu peux réussir sans te réaliser, mais très souvent, quand tu te réalises, tu réussis. Et là, tu es dans la satisfaction, au lieu de mettre systématiquement un nouvel objectif. Ça m'est arrivé plein de fois, tu vois, d'avoir des clients qui me disent, voilà, je veux aller à cet endroit-là.
et que je pose la question de dire, OK, à quel endroit ça te réalise? Tu vois, à quel endroit tu es dans de la compensation ou de la réalisation? Encore un autre concept qui est très, très intéressant et très important en coaching, c'est de faire la différence, et ça, vraiment, je conseille à tes auditeurs, s'ils ont des projets à développer, de prendre le temps d'évaluer s'ils sont dans un projet de réalisation ou de compensation. Pour te faire comprendre la chose de manière très claire, imagine deux personnes qui veulent avoir une montre qui coûte une somme importante. Il y en a un ou une, qui va vouloir avoir cette montre parce que socialement, ça va pouvoir montrer qu'il peut ou elle peut se payer une montre à ce prix-là. Donc ça, c'est de la compensation. Et l'autre qui aime la très belle mécanique suisse, où c'est une montre qui a une histoire parce qu'elle a appartenu à quelqu'un qui l'admire, un aviateur ou un plongeur, je ne sais quoi, tu vois. Et elle va être dans de la réalisation parce qu'il y a une valeur émotionnelle, personnelle, positive dans l'achat de cette montre. Et les deux personnes avec des moyens équivalents, par exemple, vont passer beaucoup de temps à économiser. La première, quand elle aura cette montre, ça changera absolument rien parce qu'elle va compenser un manque de confiance en soi par un objet. Et ça ne marche jamais, tout simplement. Alors que l'autre va, à chaque fois qu'elle portera cette montre, se dire, waouh, ça, j'ai économisé pour cette montre, mais c'est un symbole fort pour moi, c'est quelque chose qui me nourrit. C'est pas du tout un objet dans lequel on met une valeur qui soit la valeur personnelle, tu vois. Et ça, c'est vital, vital, vital. À chaque fois, je vérifie, est-ce que le projet qu'on m'apporte, c'est de la réalisation, de la compensation? Parce que tout simplement, si c'est de la compensation et que la personne, je sais pas, elle met 2 ans ou 3 ans pour acheter cette montre, dès qu'elle l'aura, si c'est de la compensation, elle sera exactement au même endroit émotionnellement qu'avant d'avoir acheté. Elle va avoir la satisfaction, et on a tous fait ça, d'acheter une paire de chaussures, un sac à main, une voiture, je ne sais quoi, parce qu'on avait un petit moral et que ça nous a remonté le moral sur le moment, et qu'en fin de compte, quelque chose d'extérieur et de matériel ne va jamais compenser un manque intérieur de confiance, justement, de confiance ou d'estime de soi. Donc, faire la différence, c'est crucial. C'est une perte de temps. Courir après des projets de compensation, c'est une grosse, grosse, grosse perte de temps, parfois une perte d'argent et toujours une perte d'énergie. Oui, et puis ça me fait penser que la confiance en soi ne s'achète pas. Tu parles là de la montre, justement, pour souvent on porte des choses aussi pour se donner confiance, pour se donner une allure aussi. Exactement. Ça compense un manque de valeur. Ouais. Tu vois. Donc, on va penser que si on a cette montre, ça va soutenir notre confiance en nous. C'est absolument faux. Ça ne marche jamais. Ça va marcher 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est tout le monde de la consommation, hein, d'ailleurs, de la société de consommation qui fonctionne comme ça. On te fait croire qu'à partir du moment où tu vas acheter cette paire de chaussures, ce sac à main, ce parfum, etc., toute la pub, elle est basée là-dessus, que tu vas te sentir bien. Et c'est vrai. C'est vrai, mais pendant quoi? 10 minutes, un quart d'heure, une semaine, 2 jours? Et une fois que les chaussures, elles sont rangées dans le placard, qu'on s'est habitué au parfum, enfin, etc., ça a disparu. Donc, la société de consommation, elle te dit, bah, bouge pas, je vais te vendre autre chose dont tu n'as pas plus besoin, mais qui va te faire croire, qui va te donner l'illusion que tu te sens bien. Oui, on va un peu être shooté avec ces hormones-là constamment, et puis ça va être éreintant à la fin. Ouais. Ouais, ça fait un shoot de dopamine qui est complètement artificiel. Ça ne dure pas. On l'a tous expérimenté. Hein. Bien sûr, ouais. Donc, mais c'est bien de se le rappeler qu'effectivement, c'est pas la clé, quoi. Non, et puis je vais même te dire mieux, les chiffres, il y a quelqu'un qui s'appelle Tal Ben-Sahar et qui a enseigné la psychologie positive à Harvard. Alors, ça n'a rien à voir avec la pensée positive, hein. On est bien d'accord. La pensée positive, c'est je vais bien, je vais bien, je vais bien. La psychologie positive, c'est comment tu étudies ce qui rend les gens heureux. C'est-à-dire les moments qui peuvent être très productifs, les moments où on ne va pas bien, qui peuvent être très efficaces pour construire son bonheur. Si on sait analyser, si on sait comprendre, si on sait transformer. Tu vois. Et Tal Ben-Sahar a réussi à force d'études, enfin il n'est pas le seul à avoir étudié ce domaine-là, à définir le pourcentage de bonheur que nous apportent nos biens extérieurs. À ton avis, c'est à combien nos biens et notre vie extérieure? À ton avis, petite question, ta vie extérieure, c'est-à-dire tes chaussures, ta maison, même ton travail, participe à combien de pourcentage de ton bonheur? C'est 10%, non? C'était pas ça? Oui, c'est ça. T'as déjà la réponse. Oui, j'avais lu l'étude et je l'avais trouvée effectivement passionnante. Oui, c'est très peu en fait quand on y pense, alors qu'on y accorde énormément de valeur. Ouais. Tu te rends compte qu'on est monté sur une société qui nous fait croire le contraire. C'est-à-dire, on est vraiment manipulé
Et puis ce qui me désole Mm. dans cette situation-là, c'est que ça fait le malheur des gens. C'est pas seulement que ça nous pousse à une surconsommation ridicule, mais c'est que ça les rend les gens encore plus malheureux. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que tout ce qu'on achète, tout ce qui est le monde extérieur, participe à 90% de notre bonheur. Et Mm. l'être humain a envie d'être heureux. Et c'est une attente qui est naturelle et qui est saine, d'être heureux, de se sentir bien. Quand tu es bien, tu partages avec les autres, tu fais un monde plus harmonieux. Évidemment que quand tu es frustré, malheureux et triste. Donc, on nous fait vraiment croire des choses qui sont complètement injustes. Et j'attends, enfin, j'ai une impatience folle de ce que ce monde-là change et qu'on apprenne tout petit aux enfants à s'écouter, à savoir ce qui rend vraiment heureux, c'est-à-dire des relations harmonieuses avec soi-même et avec les autres. Ouais, Voilà. je On pense est qu'on a le bien même. d'accord qu'on ne parle pas des personnes qui sont en très graves difficultés matérielles, où là, évidemment, plus de biens, plus de nourriture dans le frigo, plus de sécurité matérielle, ça fait monter ton niveau de bonheur de manière extrêmement importante. On est bien d'accord. Oui, C'est bien sûr. pas, faut pas se tromper là, sur sur ce C'est les, sujet-là. les besoins primaires. Il faut que les besoins primaires soient quand même remplis pour Voilà. ensuite. Tout à Ouais, fait. Effectivement, si on n'a pas de toit et on n'a pas à manger, c'est quand même beaucoup plus ouais, compliqué. ouais. Et là où on se retrouve un peu en erreur, c'est que si par exemple, je sais pas moi, tu as 1000 euros par mois et que tu te retrouves avec 2000 € par mois, évidemment, ça augmente ton niveau de bonheur de manière extrêmement importante. Mais une fois que tu es, je sais pas moi, à 3000 € par mois et que bah, les factures sont payées, tes enfants sont scolarisés, enfin tout va bien, voilà, on va quand même continuer à croire que 4000 € par mois va démultiplier, va donner la même charge de bonheur, on peut appeler ça comme ça, que quand tu étais à 1000 et que tu es passé à 2000. Tu vois, c'est là, à partir d'un certain niveau confort où les besoins de base sont entendus, sont soutenus, on va continuer à penser que ça va continuer à monter, monter, monter. Et arrivé à un certain moment, non, ça ne change plus rien du tout à ton niveau de bonheur. Et je ne sais pas si tu avais entendu cette étude passionnante où ils ont étudié les gagnants de loto. Gros bonheur quand même, tu Ouais. vois, tout à coup tu te dis ça y est, j'ai plus jusqu'à la fin de ma vie, j'ai plus de problèmes financiers, etc. Et ils sont allés les interviewer 2 ans plus tard. Donc là, ils s'étaient habitués à avoir de l'argent de manière très importante. Leur niveau de bonheur était équivalent avant était équivalent à celui qu'ils avaient avant le gain de loto. Et on a fait les mêmes tests beaucoup plus impressionnants avec des personnes qui ont eu un accident de voiture ou autre accident très important qui se sont retrouvés en chaise roulante. Là, tu te dis, passer de j'ai une vie où je peux bouger quand où je veux et puis une vie en chaise roulante, ça doit impacter. Même chose. Au bout de 2 ans, quand la personne s'est adaptée, sa vie, son siège, enfin, etc., le niveau de bonheur est quasi équivalent. Tu te Mm. rends compte, c'est quand même fou. Bah, je trouve que d'un côté, c'est porteur d'espoir parce que ça veut dire Bien qu'on sûr, faire porter la confiance qu'on a dans la vie sur des choses qui sont extérieures à nous, finalement, c'est pas ce qui nous rend heureux. Ça vient ben de voilà. l'intérieur. Ouais, on a toutes les clés, On a en les fin de clés. compte. Voilà, c'est ça ce que tu nous On, dis finalement ici. on a la capacité de levier intérieur. C'est magique, c'est merveilleux. Au début, Voilà. tu as parlé justement de se connaître, le dialogue intérieur. Et ça me faisait me demander quel lien tu établis entre la confiance en soi et l'estime de soi. Est-ce que l'estime précède la confiance quelque part ou pas? Alors ça, c'est vraiment intéressant. L'estime de soi et la confiance en soi, les gens peuvent avoir une petite confusion. L'estime de soi, c'est vraiment le fondement. C'est la valeur globale que tu vas t'accorder. C'est ton évaluation interne par rapport à ta propre dignité, ta propre valeur. C'est-à-dire que quand tu as une estime de toi qui est saine, qui va être connectée à ta légitimité, à tes capacités, au respect que tu t'accordes, ça va vraiment t'amener à avoir une confiance en soi plus importante. Et ça, c'est déconnecté, c'est indépendant des circonstances extérieures. Tu vois? C'est-à-dire que quelqu'un qui a une bonne estime de soi, dans une situation difficile, va continuer à rester connecté avec lui-même. Tu vois? Alors que quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi, qui a été dégradé par plein de raisons, de sentiments d'échec, etc., va avoir beaucoup plus de difficultés à rebondir et ça va en plus devenir un cercle vicieux où ça va renforcer le manque d'estime de soi. Donc le manque d'estime de soi, tout ce qui est estime de soi, c'est vraiment l'intérieur. Et de cette base-là, l'estime de soi, va découler ta confiance en toi. C'est plus spécifiquement lié aux situations extérieures. C'est par exemple ta capacité ou ta croyance dans le fait que tu es capable de réussir une tâche, d'affronter un défi, d'atteindre un objectif qui est précis.
Tu vois. Donc, la confiance en soi, elle va varier aussi en fonction des domaines et des expériences. Mais je me répète, hein, elle repose sur un ancrage solide et de l'estime de soi. Donc, en nourrissant l'estime de soi, tu vas pouvoir vraiment soutenir et solidifier ta confiance en toi. Et comment on la nourrit justement, cette estime au quotidien? Alors, c'est déjà d'aller définir ce qui s'est passé. Tu vois, est-ce que déjà l'objectif de vouloir avoir confiance en soi tout le temps, à plein temps et dans tous les domaines, on nous fait croire que ça existe. C'est pareil, ça n'existe pas. J'ai des personnes en clientèle qui vont être des sportifs de haut niveau très connus, qui vont être des artistes connus, qui vont avoir des gens qui vont avoir un physique absolument de rêve, d'accord, ou des moyens très importants, et qui vont pour autant manquer de confiance dans certains domaines, dans le domaine de la communication, dans le domaine de faire confiance en l'avenir, par exemple. Tu vois. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on va apprendre déjà à définir ce qui peut nous limiter et comment ça fonctionne. Et souvent, c'est qu'est-ce qu'on a appris dans l'enfance. Qu'est-ce qui vient influencer? Qu'est-ce qui vient? Tu vois, le nombre de personnes qui viennent et qui me demandent des cours de communication, de management, très souvent sont des personnes à qui on a dit n'ouvre pas la bouche pour dire n'importe quoi. Ou j'avais eu quelqu'un pour qui ça avait été beaucoup plus dramatique. Il avait une maîtresse d'école qui lui avait mis, il avait vraiment pas travaillé un résumé de classe, enfin un devoir à montrer, et lui avait mis un bonnet d'âne sur la tête et avait fait lever la classe entière pour le huer. Donc lui, t'imagines, au niveau de la confiance en soi dans la communication, comment te dire? C'était compliqué. Et donc, il prenait des cours de communication et des cours de management parce ça le mettait en difficulté vraiment dans sa vie professionnelle. Et en fin de compte, le problème n'était pas là. Tu vois? Et d'aller plaquer sur quelqu'un un outil, une technique, si tu ne résous pas en premier lieu ce qui se passe à l'intérieur de la personne, ça va mettre la personne en grande difficulté pour pouvoir appliquer ce que tu lui dis. Tu vois, ce monsieur-là, avant de venir travailler avec moi, il avait déjà travaillé avec 2 coachs et ça n'avait pas marché. Donc, il en avait déduit que les coachs étaient mauvaises. D'accord? Les 2 qu'il avait eu sont pas bonnes. Et moi, par expérience, évidemment, j'ai assez rapidement compris que le problème n'était pas d'appliquer des techniques de communication. Il n'était pas en capacité psychologique et émotionnelle de le faire. Donc, à partir du moment où on a vraiment travaillé, et ça lui a demandé de faire face à quelque chose qui est un gros trauma pour lui. Et à partir du moment où on a travaillé ça, je voyais bien quand on était tous les deux en train de discuter, il n'avait pas de problème de communication. Donc, je me suis dit, le problème, il est ailleurs. C'est pas quelqu'un qui cherchait ses mots, c'est pas quelqu'un qui bégayait, qui butait ou qui était agressif. Passer le moment où il était attendu et puis où il m'a fait confiance, dès la 2e session, où on était détendu, on plaisantait, il communiquait très bien. Donc, le problème n'était pas là. Le problème était comment je vais me sentir, comment je vais réagir si je suis jugée. Et sa problématique, c'était de dire, dès que je rentre dans une salle de réunion, je deviens agressif. Donc, je me suis dit, à quel moment, la première fois, il est rentré dans une salle de réunion, ça s'est mal passé. On n'a pas trouvé, donc on est remonté. Et en fin de compte, c'était une salle de classe, c'était pas une salle de réunion. Et je lui ai expliqué que son cerveau, il a mis en place un automatisme de quand je rentre dans une pièce où il y a plusieurs personnes, potentiellement, je vais vivre quelque chose d'extrêmement humiliant. Donc, forcément, tu te doutes que la confiance en lui dans le domaine de la communication, c'était pas terrible du tout. Et justement, dans le cas de ce monsieur peut-être ou d'autres exemples, comment on transforme justement comme ça une croyance plutôt négative qui est ancrée en nous en quelque chose de beaucoup plus positif et qui va nous servir justement pour avancer? Déjà, la première chose, c'est de le définir. Une fois que tu as identifié le problème, tu l'as résolu à 50%. Lui, une fois, sur le moment, il était extrêmement tendu de parler de ça parce que ça a été quelque chose de tellement humiliant pour lui. Quand j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ce domaine-là où je lui en parle, il m'a répondu « Même ma femme ne le sait pas ». Donc, c'était vraiment le trauma et ça lui était arrivé. Il était au collège. Donc, enfin, t'imagines, une dizaine d'années plus tard, le trauma était toujours là. Donc, déjà, quand je lui ai expliqué que ça venait de là, je l'ai vu s'affaisser dans son fauteuil, tu vois, et de faire ok, d'être apaisé, tu vois. Donc là, il y avait déjà 50% du problème qui était résolu. Et puis après, on a commencé à s'entraîner, tout simplement.
Et j'ai fait travailler son cerveau. Après, tu vois, il y a des outils de PNL, qui est de la programmation neurolinguistique, qui sont des outils de coaching, tu peux avoir des outils d'hypnose, tu peux avoir plein d'outils. Il faut trouver le bon outil pour la bonne personne. Et lui, vraiment, je l'ai fait travailler sur le fait que c'était devenu sécurisé. Parce que quand il était en discussion avec une personne qu'il connaissait, donc, on a fait vraiment une situation de visualisation. Je lui ai fait prendre un groupe de 10 personnes. Il me dit, ces 10 personnes-là, j'ai besoin de les gérer régulièrement et à chaque fois, je n'en dors pas de la nuit. Donc, on a fait vraiment quelque chose de tout simple et très technique, tu vois, qui a été de dire, on en met un et comment vous vous sentez? Ben, ça va très bien. Donc, on visualisait que ça allait très bien. Puis, on en faisait rentrer un autre, puis un autre. Puis, au fur et à mesure, il a fini par accepter l'idée parce qu'on avait trouvé le point de blocage du départ, tu vois, accepter l'idée qu'en fin de compte, il pouvait être en sécurité avec les 10 personnes. Donc, après, il y a plein d'outils, hein, tu vois. Quand il y a des traumas, je pense que tu as dû entendre parler de l'EMDR. C'est une technique vraiment exceptionnelle. Il aurait pu, avec cette expérience-là, qui était vraiment traumatique pour lui, il aurait pu faire appel à des sessions de MDR. Et ça m'est arrivé de dire à des personnes, quand on est vraiment sur du trauma, et j'en profite d'ailleurs pour dire à tes auditeurs que si le manque de confiance en soi est quelque chose de très, très, très profond, c'est important de se faire aider. Parce que le faire tout seul, ce n'est pas évident du tout. Dans les outils que je recommande pour nourrir une vision positive de la vie, toujours Tal Ben-Sahar d'Harvard recommande, puis il n'est pas le seul, recommande de pratiquer la gratitude. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure de la plateforme des illimités. On propose aux personnes en ligne tous les jours de mettre 3 raisons pour lesquelles ils sont heureux. Et je le fais moi. Et ça te permet de rééduquer ton cerveau à penser de manière positive à tout ce qui va déjà bien. Et tu vois, le cahier de gratitude, c'est vraiment démontré qu'au bout de quelques semaines, ça fait monter tous les neurotransmetteurs de sérotonine, de dopamine, ça fait descendre le cortisol. Au bout de 3 semaines, qui est l'hormone du stress, au bout de 3 semaines de cahier de gratitude, que tu fasses en ligne. Alors, quand tu l'écris à la main, c'est pas mal non plus parce que ça crée d'autres connexions. Le clavier, ça fait très peu de temps qu'on s'en sert, alors que l'écriture à la main, ça fait des siècles qu'on écrit à la main et que ça crée des connexions entre ta main et ton cerveau qui permettent d'imprimer les choses de manière plus importante. Donc, quand on écrit les gratitudes, c'est bien de les écrire à la main et puis après, on peut les garder sur un ordinateur. On s'est rendu compte qu'au bout de 3 semaines, le niveau de cortisol descendait, qui faisait que tu étais beaucoup plus serein. Si tu es super stressé, tu vas avoir ton cerveau qui va être en onde bêta élevée, et là, tu n'as plus aucune créativité. Les gens qui sont stressés de manière permanente, par manque de confiance en soi, entre autres, vont être dans des situations physiques, émotionnelles et psychologiques qui ne leur permettent plus aucune créativité. Ils sont juste en mode survie, et en mode survie, tu fais juste ce que tu sais faire au jour le jour, de manière très mécanique. Donc, tu n'as pas la possibilité de regarder à droite ou à gauche en disant, tiens, potentiellement, j'aurais la possibilité de faire autrement et d'améliorer ma vie. Donc ça fait partie des outils tout simples, accessibles. Je recommande à des auditeurs, on prend un petit cahier et tous les soirs avant de se coucher, on met 3 raisons de se réjouir. Voilà. Et les exercices que je fais faire sur les illimités servent à ça aussi, à permettre aux personnes de penser différemment. Et tu vois, la manière que l'on a de penser le monde impacte énormément nos émotions, évidemment, nos actions et les résultats de nos actions. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a appris, qui partageait avec moi sa formation de PNL quand j'avais 15 ans, t'imagines, quinzaine d'années. Elle faisait déjà une formation au sein de son travail, donc elle partageait ça avec moi. Donc j'ai été formée à la PNL très jeune. Et entre autres, mais ça, c'est parce que c'est son état d'esprit à elle. Quand je revenais de l'école en disant bah oui, mais on m'a dit que ça, c'était pas possible, sa réponse était toujours la même: ne te laisse pas influencer par les limitations des autres. Bel enseignement, tu vois. Ça ne veut pas dire n'écouter personne. Ça veut dire que tu écoutes les autres et tu te fais ta propre opinion. Mais c'est pas parce que quelqu'un va dire ça, c'est pas possible, que ça veut dire que c'est impossible. Tu vois. Donc, c'est aussi apprendre, pour répondre à ta question, c'est aussi soi-même se rééduquer pour apprendre autrement, pour se positionner autrement par rapport aux situations, aux sentiments d'échec aussi qui nous sont proposés, tu vois, aux situations d'échec qui nous sont proposées, qu'est-ce qu'on en fait?
Je te rejoins, c'est effectivement la gratitude, c'est vraiment une thématique qui revient très souvent dans Epion Podcast, et les études montrent la puissance de cet outil qui est somme toute assez facile et accessible. Donc c'est super que tu en reparles. Et la visualisation, moi j'aime beaucoup cet outil aussi. C'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien, de m'imaginer en situation de réussite pour des choses toutes basiques, hein. Par exemple, permis de conduire. J'étais tétanisée, je m'imaginais avoir mon permis. Et c'est vrai que ça me met dans un état qui est déjà pas du tout le même au démarrage. Alors là, je vais te donner un outil magique par rapport à ça, qui est le point zéro. Est-ce que tu connais cet outil-là? Alors non, je veux bien que tu nous l'expliques. Alors c'est vraiment, si tu veux, quand on aborde une situation, une difficulté, on va avoir soit le côté positif, tout va bien, tout va bien, tout va bien, soit on travaille sur le côté, entre guillemets, négatif, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'empêche d'y accéder. D'accord? Le point zéro, c'est l'association des deux. Donc, on peut le pratiquer. C'est très physique, hein, surtout, c'est pas du tout intellectuel. Je vais pouvoir guider un petit exercice là pour tes auditeurs. Ah bah super. Moi, j'aime bien les choses pragmatiques. Faisons un exercice, allez. Eh ben, allez, je te guide. Vas-y. Imagine, je te propose de fermer les yeux et puis d'imaginer quelque chose, une situation, un challenge dans laquelle tu te sens pas très très bien. Tu vois, tu as un niveau de confiance qui est à 3-4. Alors, on va être raisonnable, on ne part pas à un niveau de confiance 0 quand on commence à pratiquer un outil, mais juste, oui, allez, 5. Tu vois, où vraiment, tu n'es pas ni très en confiance, ni paniqué, mais au milieu. Et déjà, la première chose, c'est accueillir, ça fait partie vraiment du point zéro, c'est accueillir ce qui est là. J'en parlais tout à l'heure. Accueillir, comprendre, conscientiser ce qui bloque, c'est vraiment accéder à la résolution du problème à 50%. Donc, tu vois, je te propose vraiment, avec cette situation, ça peut être présent, passé, futur, hein, peu importe. Tu te poses et tu dis, OK, ça me stresse, et ça, j'ai un manque de confiance en moi. Et tu vois, c'est déjà une situation adulte. Plutôt que de le fuir, plutôt que de le planquer, plutôt que de lutter contre, je me pose avec, et je mets juste de la respiration dans le fait que là, OK, il y a quelque chose qui me préoccupe. Et c'est OK que ça me préoccupe. Et c'est OK que ça soit difficile. Tu vois, donc là, tu vas accueillir la polarité dite négative. Il n'y a jamais rien de négatif quand on s'est transformé. C'est-à-dire accueillir le point de blocage, accueillir l'émotion, accueillir la pensée. Et tu mets du souffle. Wow. Et là, déjà, tu devrais sentir une différence entre ton point de départ et où tu en es là. Et pour faire le point de bascule avec le point zéro, c'est imagine que cette situation, ce projet, c'est déjà en place. Ça y est, c'est fait. Tu atteins ton objectif dans un espace de réalisation, c'est-à-dire que tous les paramètres de bonheur, d'équilibre, d'équité, de respect de toi-même sont inclus. Et là, c'est fait. Et là, tu vois, déjà, de manière très physique, et tu respires avec, et tu sens les sensations que ça t'apporte, la fierté personnelle, de se dire, ah là là, j'y suis, c'est bon ça. Donc, tu as intégré tes objections, tes limitations, et tu as intégré ce que tu as envie de réaliser au plus profond de toi. Et pour t'aider, tu peux faire une petite phrase qui va commencer par « avec ». Tu vois, imagine qu'il y a un objectif là, quelque chose que tu vas atteindre qui te fait peur, et tu vas pouvoir dire « avec ma peur d'échouer, je m'autorise la réussite de ce projet ». Et là, cette phrase, elle est au point zéro, tu as inclus les deux polarités. Et prends le temps de chercher ta petite phrase si tu le souhaites. Je te propose tranquillement de dire quelle est la phrase qui résonne en toi. Et tu commences par avec le fait que, voilà, avec le fait que j'ai peur de cet obstacle, avec le fait que je ne me sens pas capable, avec le fait qu'on m'a dit que ce n'était pas possible. Je m'autorise à réaliser ce projet. Je m'autorise
à vivre cet échange et cette communication avec cette personne avec laquelle je dois régler une problématique, dans l'équilibre, dans le plaisir, dans le bien-être, dans le respect mutuel. Tu vois. Et après, tu peux faire évoluer ton point zéro. Quand tu as dit je m'autorise, tu peux dire je choisis, je décide, voire même je commande. Avec ma peur de l'échec, je commande de me sentir en sécurité dans cette situation. Je commande de me sentir en sécurité dans ce projet. Et pour que ça soit très probant, tu peux faire une petite évaluation avant, c'est de dire, là, quand tu as commencé cet exercice, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus calme et 0 le plus stressé, évalue combien tu étais quand tu es parti et évalue à combien tu es maintenant. Si tu arrives à faire une petite... c'est mieux de le faire avant de commencer l'exercice, mais si tu arrives à faire une petite rétrospective en disant bah, j'avais un stress de ce niveau-là, et là maintenant que je fais des affirmations au point zéro qui se déploient, c'est quelque chose de très fluide. Et le point zéro, c'est un point de créativité. C'est pas juste qu'on va mettre au neutre un plus et un moins, tu vois. Imagine que tu as une batterie, une pile électrique, tu as un plus d'un côté, tu as un moins de l'autre, au milieu, tu as de l'énergie qui circule. C'est la même chose. Donc, tu prends ta polarité soi-disant négative, tu prends ta polarité soi-disant positive, et toi, tu fais quelque chose de complètement créatif au milieu, qui parle à ton cœur, qui te permet de te sentir bien, en accord avec toi-même, avec la vie, avec les autres. Et dis-moi comment tu te sens. Eh ben déjà, merci parce que je me sens beaucoup plus apaisée qu'au début. Je me sens bien. Ouais. Est-ce que tu arrives à te souvenir sur une échelle de 1 à 10 à combien tu es parti, à combien tu arrives? Le fait que ça soit aussi pragmatique que ça permet à notre cerveau rationnel d'évaluer l'évolution. Ouais, je pense que j'étais à 5-6 et là je suis plus à 8, tu vois, quelque chose comme ça. Là, tu vois, en quelques minutes. Ça t'indique la capacité que tu as de réguler ton état intérieur. Tu te rends compte, Amira, le pouvoir personnel que tu as sur toi, tes émotions, ta vie, et donc les résultats que tu vas générer. C'est fabuleux. En étant à l'écoute de ce qui te tend et en te projetant sur ce que tu as envie de réaliser, en associant les deux. Tu me parlais d'outils tout à l'heure, ça c'en est un. Merci beaucoup pour cet exercice et j'ai beaucoup aimé à un moment donné, tu as dit je crois que tu as dit je prends par la main ma peur et tu vois je me visualisais vraiment avec cette peur que je prends dans la main et tu vois ça m'a reconnecté quand même à mon humanité au fait de me dire bah, j'ai des peurs mais j'avance avec et je trouve ça très beau tu vois de se dire on avance avec l'entièreté de ce qu'on est finalement. Exactement, mais tu sais des peurs on en a tous. Je connais des sportifs de haut niveau. J'ai dans mes clients quelqu'un qui parle souvent de mon travail, parce qu'on a beaucoup cheminé ensemble, qui est Enoch Effa, qui est triple champion du monde de boxe. Donc, t'imagines poids lourd. Il incarne la confiance en lui. Triple champion de boxe, tu te dis, bon, c'est un joli bébé, tu vois. Et il parle avec beaucoup de simplicité de ses peurs. Et je trouve ça magnifique parce qu'on projette sur des personnes comme lui le fait qu'il n'ait jamais peur de rien. Bah si, évidemment. Il a des peurs de, je sais pas moi, d'échec, de maladresse, de ne pas réussir quelque chose qui lui tient à cœur, comme tout le monde. Et tu vois, il y a plusieurs objectifs qui sont complètement inatteignables. Un, c'est donc d'avoir confiance en soi dans tous les domaines de sa vie, et tout le temps. Ça, on peut laisser tomber tout de suite, ça n'existe pas, tout simplement. Voilà. Donc, ça sert à rien de se fixer des objectifs qui sont inatteignables. Et un autre objectif que les gens se fixent beaucoup avec tout ce qui est développement personnel, New Age, entre autres, c'est nos stress. Et ça, c'est pareil. Il faut laisser tomber tout de suite. C'est un objectif absolument inatteignable. D'accord? Et qui n'est même pas bon pour ta santé. On a fait une étude où on a mis des êtres humains dans un endroit complètement au calme, avec zéro stress. Et figure-toi que le système immunitaire a chuté de manière dramatique. L'être humain n'est pas fait pour vivre sans stress. Par contre, l'être humain n'est pas fait pour vivre sous stress non plus à longueur de temps. D'accord? Donc, l'objectif, c'est pas de ne pas avoir de stress, c'est de savoir réguler
son stress. Et là, on peut parler d'un outil qui aide aussi beaucoup à aborder les situations avec confiance, c'est la cohérence cardiaque. Ça, c'est extrêmement efficace. Vous on peut en retrouver sur ma chaîne YouTube. Je la guide pour que les gens puissent rentrer comme dans des chaussons dans cette technique-là, qui consiste donc, c'est une respiration, la cohérence cardiaque, et qui permet de faire monter, de faire descendre le cortisol, de faire monter la sérotonine, dopamine, voilà, qui est vraiment l'hormone du bien-être, de mettre le cerveau en onde alpha, qui est les ondes qui sont générées par le cerveau juste avant le sommeil ou le matin au réveil, sont des ondes de calme. Voilà. Et je me répète, quand le cerveau est en onde bêta élevée, on ne peut rien créer et on ressasse du stress. Donc le fait de mettre le cerveau au calme avec de la cohérence cardiaque, ça permet d'aborder les situations avec beaucoup plus de facilité, de recul, d'analyse. Et la cohérence cardiaque, encore un outil. Ça prend 5 minutes. Quand on fait 5 minutes de cohérence cardiaque, on descend le cortisol pendant au moins 4 heures. Donc, c'est phénoménal. Quand j'ai des gens qui sont en stress important, parce que professionnel, parce que préparation de compétition, je leur recommande 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Et ils vont tenir une journée entière avec un cerveau qui sera beaucoup plus au calme et beaucoup plus préparé à gérer les aléas de la vie quotidienne. Effectivement, il y a un stress positif. Cette fameuse expression, j'avais échangé avec le docteur Philippe Rodet qui en parle beaucoup, d'avoir un stress positif et pas de vivre effectivement sous stress. Et c'est bien de pouvoir distinguer les deux. Il y a un stress qui nous donne de l'élan, de la vitalité, et un stress qui nous tue à petit feu, on va dire. Paralyse, bien sûr. Si c'est un sportif de haut niveau qui va préparer une compétition internationale, je peux te dire que son niveau de stress, il est très important. Si je le lui enlève, il ne performe pas. Par contre, s'il l'utilise pour en faire de l'énergie, de la vitalité, d'une bonne adrénaline, bah évidemment que c'est un stress qui est extrêmement bénéfique. Et ça, comme toujours, toutes ces choses-là, on devrait les apprendre à l'école. Ouais, on est bien d'accord. Tu as parlé à plusieurs reprises de l'échec. J'aimerais qu'on parle quand même des vertus de l'échec, pour reprendre cette fameuse expression, notamment du livre de Charles Pépin. Mais je voulais avoir ton regard, justement. Comment on peut faire pour changer son regard sur l'échec et pas en faire quelque chose de bloquant, mais vraiment un levier de croissance personnelle? Alors déjà, si on a grandi dans un pays comme la France, ça va demander de réévaluer sa relation à sa propre culture. Parce qu'en France, on a vraiment tendance à sanctionner, à culpabiliser sur l'échec, ce qu'on ne fait pas du tout aux États-Unis. Aux États-Unis, si tu passes 2 ans à essayer de monter une boîte et puis qu'en fin de compte, tu la coules, tu mets ça sur ton CV. Parce qu'on part du principe que tu auras appris quelque chose d'extrêmement précieux dans cet échec qui donc n'en est pas un, puisqu'on le met dans un CV. Tu vois. En France, tu as coulé ta boîte, tu vas raconter n'importe quoi, que tu es parti aider des Népalais au fin fond d'une grotte, tu vois, et que voilà, pendant les 2 ans en question, tu vas planquer ça. Donc déjà, c'est aller, pour ceux qui sont encore bien en France, c'est aller à l'encontre de sa culture qui stigmatise l'échec et ça a des effets absolument dramatiques. On sait bien qu'un enfant à qui on va dire tous les jours qu'il n'est pas bon dans un domaine, il va vraiment finir par pas être bon dans le domaine en question. Et après, le but n'est pas d'être bon dans tous les domaines, c'est de cultiver vraiment ses propres capacités dans le domaine dans lequel on est bon. Mais donc, pour répondre à ta question, c'est déjà intégrer très, 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 très profondément que l'échec, c'est un passage normal. Le bébé de mes amis, il apprend à marcher, à courir. Évidemment qu'il est tombé plein de fois. Voilà. Ensuite, si on stigmatise pas l'échec, on va pouvoir en apprendre quelque chose. Donc déjà, se poser, faire un peu de cohérence cardiaque avec ses échecs, ça fait très bien, ça fait beaucoup de bien. Si on y met 2.0 en plus, c'est encore mieux. Et tu vois, par exemple, si on fait une phrase au point zéro, c'est de dire avec mon sentiment d'échec, je choisis de me sentir valorisée. Je choisis d'apprendre. Je choisis d'avoir des nouvelles idées pour avancer par rapport à la situation. Ensuite, quelque chose de très, très important, c'est de séparer l'échec de l'image de soi. Et là, je vais donner un exemple très concret. Pendant des années, j'ai organisé des formations artistiques avec des artistes européens en Inde.
Et les Indiens, dans le domaine de l'art, n'ont pas du tout la même relation à l'échec et au trac d'ailleurs. Très souvent, les danseurs de Kathakali, qui est un art du sud de l'Inde, quand ils vont sur scène, ils ont très très peu de trac. Parce qu'ils ne se jugent pas par rapport à leur facilité ou pas, et ils dissocient l'image de soi de l'échec. Et ça a été intéressant parce que les Indiens, donc les artistes qui venaient, ça pouvait être des danseurs de l'Opéra de Paris, et le Kathakali, c'est un art du même niveau. C'est comme le théâtre No au Japon. Tu vois, c'est un art extrêmement connu, valorisé. Tu commences à 5 ans comme à l'opéra, on commence la danse. Tu vois, donc c'était la rencontre de deux cultures. Et quelque chose qui troublait énormément les Indiens, c'était que les artistes, quand ils n'arrivaient pas à faire un exercice de l'art, et ça pouvait être de la percussion, j'ai organisé des stages de plein de choses au niveau artistique, de danse, de musique, les artistes français se remettaient en cause sur leurs droits et leur capacité à être un artiste. Et donc, à chaque fois, ça me faisait rire. Je les mettais en boîte en disant, mais t'as prévu d'être percussionniste de musique carnatique? Non. Bah alors, pourquoi tu te remets en cause en tant qu'artiste, en tant que musicien, sur juste quelque chose que tu n'arrives pas à faire? Tu vois, tu te rends compte la difficulté de cet ancrage qu'on a, et les Indiens ne comprenaient pas, parce qu'eux, ils apprennent. Donc, ils savent qu'ils ne vont pas réussir du premier coup. Tu vois? Donc, ça normalise l'échec. Mais complètement, on trouve ça normal de se sentir en sentiment d'échec. Et je me répète, comme il est stigmatisé, tu ne peux pas apprendre quelque chose. Si tu as honte de quelque chose, tu ne vas pas pouvoir en apprendre quelque chose de bénéfique pour toi. Tu vas le cacher. Tu vois? Si tu le caches, tu n'apprends rien. Tu vois? J'imagine, on passe son permis de conduire, t'en parlais tout à l'heure, tu vois. Si tu caches à tout le monde que tu as loupé ton permis de conduire, tu peux pas échanger avec quelqu'un qui va dire, bah tiens, écoute, fais-le comme ci, comme ça, bah viens, je vais t'apprendre. Enfin, oui, tu te prives d'opportunités finalement de grandir quelque part. Complètement, tu te prives de l'effet transformatif de l'échec. À partir du moment où tu as échoué sur quelque chose, c'est que tu as à repositionner quelque chose. Mais si tu en as honte, comment veux-tu apprendre? C'est logique, tu vois ce que je te dis. Et puis, alors, une dernière chose pour vraiment aider à dépasser l'échec, ça va être d'apprendre à se traiter avec bienveillance. Tu vois, sortir de je stigmatise et je me juge, et après, une fois que tu es là et que tu as réussi à te mettre au calme, et tu peux faire une phrase au point zéro en disant, tu vois, par exemple, si c'est trop difficile parce que tu as tellement été conditionné sur le jugement et tu dis, bah, moi, je me juge, tu peux vraiment faire une phrase au point zéro en disant, avec le fait que je me juge, je me traite avec bienveillance. Et là, tu vois, tu as les deux polarités qui permettent de trouver un point d'équilibre entre les deux. C'est un outil magique, hein, le point zéro, je l'utilise dans les illimitiés à longueur de temps, toutes les méditations sont au point zéro, tous les exercices que je mets sur cette plateforme sont au point zéro, parce que c'est vital d'apprendre à jongler avec le positif et le négatif pour arrêter de penser que quelque chose est positif ou quelque chose est négatif. Je ne sais pas si tu la connais, cette petite histoire de ce fermier qui gagne un cheval à la foire. Vous avez entendu parler de cette histoire-là? Non, raconte-la-nous. Alors, c'est un fermier qui va à la foire et puis il y a un cheval à gagner, il gagne le cheval. Et tout le monde, tous ses amis disent « Oh, qu'est-ce que tu as de la chance, tu as gagné ce cheval, c'est un cheval de course, c'est super. » Bon. Et le fermier dit « On verra bien si c'est de la chance. » Bon. Là, son fils apprend à monter ce cheval, il gagne des courses, donc c'est que pas un fermier, mais on est bien d'accord que c'est de la chance. Et là, le fermier dit on verra bien. Quelque temps après, le fils fait une chute importante, se casse une jambe, devient boiteux. Donc là, ses copains fermiers disent bah oui, t'as raison, c'était pas de la chance, en fin de compte. Et là, le fermier répond on verra bien. Arrive la guerre, et parce que le fils est boiteux, il ne va pas à la guerre. Et là, les copains fermiers disent t'as de la chance. Et à ton avis, qu'est-ce que répond le fermier? On verra bien. Et ben voilà, bah oui, on verra bien. Donc en fin de compte, on a une vision du monde qui est quand même assez restreinte, dans laquelle on a plein de projections. Et toi et moi, ça nous est arrivé de nous engager dans un projet en disant oh, c'est une super chance, et que ça ne tombe pas exactement comme on l'a voulu, et qu'en fin de compte, on se dise c'est une malchance. Pas du tout, on verra bien. Si tu arrives à transformer et à apprendre de ce pseudo-échec, là, tu auras appris quelque chose. Il n'y a jamais rien
de bien ou de pas bien dans la vie, en fin de compte. En fonction de ton positionnement personnel, tu vas vraiment apprendre à transformer tout ce qui t'arrive. Et tu vois, de même que la quête du non-stress est absurde, la quête du tout va bien est tout aussi absurde. La quête de je dois réussir tout ce que je fais, toujours absurde. Et tous les grands artistes te disent qu'ils ont appris très peu de choses par leur réussite, et qu'ils ont appris tout par leur échec. Voilà. Donc, qui n'existe donc pas, hein. Tu parlais justement de sentiment d'échec, j'ai retenu cette expression. En fait, tu enlèves quelque part l'aspect objectif. Il n'y a pas d'objectivité dans l'échec, c'est qu'une perception, enfin, c'est qu'un sentiment, finalement. Mais pris isolément, il n'y a pas de... Il y a l'échec. Non, c'est une étape de ce que tu es en train de réaliser. Et moi, je ne connais absolument personne qui n'ait pas échoué avant de réussir. Enfin, tu vois, c'est rarissime. Et des fois, c'est pas forcément bon, d'ailleurs. Ça peut être bien vraiment de tester plusieurs choses et que ça marche pas tout de suite parce que tu construis ton identité, ta personnalité, tes ressources. On retombe sur le bébé, c'est parce qu'il tombe et qu'il se relève, qu'il sait marcher. Et qu'il est solide sur ses jambes. Tu vois? Ouais. Donc, si on enlève le processus de ça, un autre exemple qui est très, très parlant, c'est que les papillons, quand ils sont dans leur cocon, sous forme de larves, si tu prends un scalpel et que tu découpes le cocon pour que le papillon puisse sortir plus facilement, il ne pourra jamais voler. Parce que c'est en déployant et en déchirant le cocon qu'il fabrique la force de ses ailes. Tu vois, c'est joli d'avoir ce parallèle-là. Et ce qui fait que très souvent, quand on parle notion d'échec avec des amis concernant leurs enfants, je leur dis le but, c'est surtout pas qu'ils réussissent tout le temps, tout ce qu'ils font. C'est que tu leur apprennes à dépasser l'échec quand ils échouent. C'est-à-dire vraiment leur expliquer ça. Et j'avais un ami qui avait fait quelque chose d'assez génial. Son fils passait le bac. Il y avait assez peu de chances qu'il l'ait. Et il avait réservé un très très bon resto. Et il m'a dit qu'il ait le bac ou qu'il ne l'ait pas, on ira célébrer ça au restaurant. Et il n'a pas eu le bac. Et ils sont allés célébrer le non-bac, la non-obtention du bac, dans un très bon restaurant. Et il a dit à son fils, je suis moi dans l'idée que l'échec n'existe pas, donc je ne vais pas sanctionner le fait que tu n'aies pas eu ton bac. Et potentiellement, soit tu n'es pas fait pour des études après le bac, soit tu as besoin d'une année de plus pour le faire, soit tu as été flemmard et tu as besoin de prendre des décisions pour savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, soit autre chose. Il y a plein de solutions. Mais en tout cas, là, il y a une étape que tu n'as pas passée. On part du principe que tu vas en faire quelque chose. Et en tout cas, on célèbre le fait que tu n'aies pas eu ton bac. C'est puissant de faire ça. Ouais, c'est une très belle histoire pour clôturer, puisqu'on arrive au bout de notre échange passionnant ensemble, Lucile. Est-ce que pour finir cet échange, tu aurais des lectures inspirantes ou toi qui t'ont inspiré à nous partager, à nos auditeurs, auditrices? Eh bien, écoute, dans cette histoire de sentiment d'échec, ça concerne les femmes. Il y a un très bon livre qui est sorti qui s'intitule Le syndrome d'imposture par Elisabeth Kadosh et Anne de Montarlot. Oui, c'est ça. Et elle commence le livre en disant que Michelle Obama a beaucoup parlé de sa peur, de son sentiment d'imposture. Donc, c'est un très bon livre qui permet, c'est dédié aux femmes particulièrement, mais qui permet vraiment de dépasser cette histoire de peur de l'échec, tu vois, et du syndrome d'imposture qui va avec, et du manque de confiance en soi, enfin, etc. Tous les sujets qu'on a abordés pendant cette délicieuse interview. Et puis les livres de Tal Ben Sahar, ouais. Vraiment, parce qu'ils sont très, très, très bien, ils sont très bien faits. Ouais. Et oui. Ça permet de mettre l'église au milieu du village, comme on dit, c'est-à-dire d'arrêter de marcher sur la tête, de comprendre à quel endroit, qu'est-ce qui est important et comment le réaliser. Ce sont des très, très bons bouquins. Super. Voilà. Et petite information, si on a envie d'aller s'évader dans le désert, j'ai écrit un roman qui s'intitule L'enfant de la source et qui parle de tout ça, et qui est un roman, voilà, qui avait été sélectionné pour le prix des libraires. Génial. Eh ben, on va remettre toutes ces références. Merci beaucoup, Lucile. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne, Lucile, de cette heure passée ensemble? Que tout est possible.
Et qu'il y a quelque chose, j'en discutais avec une amie il y a très peu de temps qui me disait, mais tu es tellement passionné par ce que tu fais. Et je lui disais, pour moi, c'est inacceptable que les gens ne puissent pas se réaliser. Je trouve ça inacceptable qu'on ait tellement de freins, de limitations, de restrictions qui fait qu'on va vivre tout petit alors qu'on pourrait tous vivre très grand avec chacun sa place, une bonne interaction humaine et avec une coopération les uns avec les autres. Donc ça, pour moi, c'est un objectif. C'est un objectif important et c'est ce que je déploie d'ailleurs sur la plateforme des Illimités, de dire ça devrait être accessible à tout le monde, n'importe où et que tout le monde puisse avancer avec ça. Merci infiniment, Lucile. J'espère que cette heure vous aura boosté en la compagnie de Lucile Paul-Chevance. On mettra tout. Pas à venir me retrouver sur les. Ouais, où est-ce qu'on te retrouve du coup, Lucile? Instagram, un petit peu partout. Un petit peu partout. Voilà. On retrouve le lien des Illimités sur Instagram et je fais des lives au sein des Illimités. Je réponds aux questions. Je connais les membres qui sont sur la plateforme et j'encourage tout le monde à déployer ses projets. C'est important. Eh bien, merci beaucoup, Lucie, pour ce moment ensemble. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.